Bonjour, alors nous c'est la famille Botoul. On est la famille En Avant les Loulous. Nous sommes Christophe, Lorraine et nos loulous Louis et Diane. en août 2018, nous avons tout vendu et tout quitté à Paris pour réaliser un tour du monde. Durant une année, voyager en famille, vivre des expériences incroyables et partager des moments forts nous a pleinement épanouis. nous avons donc décidé de poursuivre l'aventure au Canada. Bienvenue sur En Avant les Loulous. On a fait le tour du monde, donc en fait Lorraine a été embauchée à la commission scolaire de Montréal. Et le sujet qui nous amène là à échanger aujourd'hui, c'est ce côté, en tout cas que moi j'ai découvert, donc Lorraine étant enseignante. J'ai découvert aussi. Hein. Voilà, elle a découvert aussi, mais elle avait déjà plus de sensibilité que moi. Moi j'ai découvert en voyage. C'est cette histoire de, on a les enfants avec nous jour et nuit, 24 heures sur 24, que fait-on de l'école? Voilà, c'était notre question justement parce qu'on cherche un petit peu à savoir. Nous sommes donc à Tenerife, mais en fait notre projet n'est absolument pas de rester ici. Nous, ce que nous voulons, c'est partir vivre sur les routes. Et donc la question qu'on se pose également, du coup, c'est la scolarisation des enfants. Ce que nous on a pu constater pendant le voyage, c'est qu'effectivement, faut être honnête, ils n'ont rien fait pendant un an d'un point de vue scolaire, Oui. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas suivi le programme scolaire. Par contre, ils ont appris énormément de choses. Ils sont partis avec un cahier de maths et français chacun, qu'ils remplissaient franchement quand ils le désiraient parce qu'on ne voulait pas aller au conflit. Il y avait des jours où ils ne voulaient pas. Quand on est en bordure de mer et de piscine, on n'a pas forcément envie de faire des maths. Et peut-être que c'était aussi acheté pour vous rassurer, peut-être aussi, au départ. Au départ, Aussi, tout à fait. Ouais. Aussi. Pour nous rassurer, pour rassurer aussi les enseignantes qui les avaient avant, puisque c'était mes collègues, les enfants D'accord. étaient dans mon établissement, donc peut-être aussi par rapport au regard extérieur et par rapport aux parents, par rapport aux proches qui se disent qu'est-ce qu'ils vont apprendre si vous partez sans rien au niveau scolaire. Vous êtes partis en fin de compte avec le programme des années scolaires des enfants ou pas du tout? Alors oui, moi j'avais le programme de 6e en maths et en français, puisque mes collègues, j'avais sollicité mes collègues de collège, et donc j'avais uniquement les fondamentaux français-maths. Et puis pour le CE2, j'avais pas potassé le programme, mais j'étais enseignante depuis 10 ans en CM1, je savais où Diane devait arriver à peu près, enfin voilà. Tous les enfants qui arrivent en fin de CE2 n'ont pas le même niveau, mais globalement, je savais en maths et en français ce qu'elle devait acquérir. Quoi. Parce que je suppose qu'en fin de compte, quand on part avec beaucoup de bonnes intentions. Voilà, on se dit, voilà, il y a un programme, il faut suivre tout ça. Et en fait, on arrive sur les routes. Et en fin de compte, tout change. Et ça, je pense que tous les parents qui voyagent se confrontent à ça. C'est-à-dire qu'ils se rendent compte qu'enseigner à son propre enfant, déjà Même en enseigner, étant enseignante. c'est dur, mais à son propre enfant, c'est encore plus dur. Il veut pas le faire, c'est pas un contexte scolaire. J'ai rejoint quand même une constatation que Lorraine faisait de son côté. Et c'est que les enfants ont besoin d'un contexte, ils ont besoin d'un temps de cerveau disponible en fait. Et si le contexte est là, ils vont apprendre énormément de choses. Ça va rentrer très facilement, ils seront motivés et ça va. Enfin bref, ils vont prendre toutes les connaissances dont ils ont besoin. Donc par exemple, moi, ce qu'on a vu, c'est que quand on allait approcher les baleines au Canada, on les a fait travailler sur les baleines. On a posé des questions, quels sont les différents types de baleines, comment elles mangent, combien de temps elles vivent. Des questions que même nous on se pose parce qu'on ne sait pas. Donc en fait, ils ont fait des recherches, on leur a laissé nos tablettes et une journée comme ça à trouver des réponses. Et le soir, on comparait les réponses sans notation. Voilà ce que Diane a trouvé, voilà ce que Louis a trouvé. Enfin, il le disait à table. Et ça a bien fonctionné et ils s'en souviennent encore un an après. Donc ça, on l'a renouvelé au fur et à mesure des voyages. Donc recherche sur l'Australie, recherche sur le bouddhisme.
On va au Japon, donc forcément on va voir la ville d'Hiroshima, donc on pose des questions sur ce qui s'est passé à Hiroshima, pourquoi la guerre, pourquoi il y a des armes, pourquoi le nucléaire existe, enfin, bref. Toujours en lien avec ce qu'on faisait. On pose toujours des questions comme ça qui effectivement vont être cherchées par l'enfant ou que lui-même pose, et du coup on va trouver un musée, on va trouver une solution, on va lui apporter l'information au moment où il nous la réclame en fait. Et ce qu'on a pu constater surtout, juste pour terminer sur ce raisonnement, c'est que quand on est revenu, on a dû les réinscrire à l'école, ce qui n'était pas prévu. Mais on est rentré, le vendredi, on a appris qu'on partirait pas au Canada. Donc le vendredi après-midi, on les a inscrits à l'école. Et le lundi, ils ont repris l'école. Ça devait être assez violent quand même. D'accord. Ouais, ça a été violent. Pour nous, ça a été vraiment violent aussi. Hein. Eux, ils se sont vite adaptés quand même après. Alors l'adaptation a été très facile dès le départ, mais très vite, il y a eu une barrière. En relation sociale avec les autres élèves, ça a été extrêmement difficile. On les a mis de côté. On le savait un peu puisque... Pour quelle raison? Parce que c'est des gens qui ont effectivement beaucoup vu de choses, qui parlent de beaucoup de choses, mais qui ne sont pas du tout les mêmes relations et les mêmes centres d'intérêt que l'autre groupe, que le reste de la classe. Et ils ont pris peut-être plus de maturité également. Aussi, ouais. Et ce qu'on a vu avec les enseignants, c'est qu'ils nous ont dit, mais en fait, ils sont arrivés avec des lacunes, mais très vite, ils ont rattrapé les lacunes. Et on sentait qu'ils avaient une maturité et une connaissance sur d'autres secteurs qui pouvaient être plus biologie, scientifique, géographique, etc. Et même si en maths, ils ne connaissaient pas la table de, je sais pas, 6, 7 ou autre, ou ils ne connaissaient pas les segments de droite avec droite... C'est une partie très théorique, quoi. Ça s'est rattrapé tout de suite, en fait. Non mais, je veux dire, ils le rattrapent. Donc sur des points de détail comme ça, ils le rattrapent. Très vite, ils rentrent dans le moule et ils s'adaptent, en fait. D'accord. C'est vrai que c'est rassurant, parce que nous, c'est justement ce qui nous fait un peu peur, entre guillemets, dans ce côté, on déscolarise pour le faire nous-mêmes ou pour faire carrément le homeschooling, c'est les fondamentaux. Parce que, comme tu le dis, apprendre sur les baleines, faire de la bio, faire de l'histoire, tout ça, on peut s'en sortir. Mais enseigner à travers les activités, les segments et tout ça, c'est un petit peu plus compliqué et ça demande, comme tu le dis, un temps de travail scolaire, et il faut qu'il soit dans la perception de bien vouloir le faire, ce qui n'est pas toujours le cas. Surtout, comme tu dis, quand tu es au bord de la piscine ou que tu es sur la plage. Alors après... Ouais. Il faut qu'ils en voient l'intérêt. Mais si par exemple, au cours du voyage, mais ça peut être dans ta vie de tous les jours, tu as besoin de bricoler, et tout d'un coup, faut couper une planche, et après un angle droit, et ensuite tu vas travailler les isocèles, les équilatéraux, les demi-droites, que sais-je, etc. En fait, ça va rentrer sans qu'on le prononce. Donc ça sera appris, su, mais peut-être pas en théorie. Ouais, c'est ça. Très bien. Et voilà, parce que moi, c'était ma grande question. C'était, en fait, j'entendais beaucoup de personnes dire qu'ils faisaient donc le unschooling. Alors moi, je mettais pas de mots sur tout ça. Hein. C'est vraiment récent où je mets des mots dessus. Donc voilà, donc nous, on a les filles qui sont actuellement au lycée français, enfin l'école française de Tenerife. Donc on a notre grande qui est en CM1. Lolita est au CP, donc là elle est en train d'apprendre à lire, à écrire, elle est en plein dedans. Et donc on a Maura qui est en moyenne section. Là du coup le fait d'être confiné, donc en fait bizarrement même en moyenne section il y a quand même beaucoup, et CP il y a quand même beaucoup de choses à faire. Donc au début on s'est dit c'est cool, ça va nous permettre de voir un petit peu, ça va nous donner un avant-goût. Ça nous a donné un avant-goût. Alors oui et non, parce que... Excuse-moi, je te coupe. Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque tu es dans les lycées à l'étranger, les lycées français, il n'y a pas l'apprentissage des langues comme en France. C'est-à-dire que il est demandé à ce que tous les élèves sortent du lycée trilingue. C'est-à-dire le français, bien sûr, parce qu'ils sont en lycée français, la langue du pays et l'anglais. Donc du coup, dès la moyenne section, ils sont déjà immergés dans les 3 langues. Ce qui fait que, par exemple, Maora, Lola ou Emma ont un prof pour la partie française qui est le 80% du cursus, hein, et 10% anglais, un autre prof, et 10% d'espagnol, un autre prof. Espagnol qui peut être adapté, c'est-à-dire qu'ici, par exemple, on a 80% d'hispanophones, donc ils vont faire de l'espagnol un petit peu plus poussé, entre guillemets, et par contre, ceux qui ne sont pas hispanophones et qui ne parlent pas vraiment un mot d'espagnol vont avoir un prof
en particulier qui va leur apprendre le contexte, même si on sait très bien que c'est l'échange avec les copains qui va faire que ça s'absorbe très vite. Mais du coup, il y a beaucoup d'interlocuteurs. Et Ouais. nous, avec 3 filles, il y a au moins 3 interlocuteurs par fille. Et encore, il y en a 2 pour notre grande, donc du coup en espagnol. Donc elle en a 4 interlocuteurs. Honnêtement, c'est juste pas gérable. C'est impossible. C'est pas gérable. On peut pas faire des visios avec tout le monde, faire les devoirs de tout le monde. Enfin, faut multiplier par le nombre d'enfants, c'est juste pas possible. Plus Julien, qui donne des cours, bien sûr, parce que lui, il continue aussi ses cours au collège. Donc bon, nous, on a vite allégé le programme. Et en fin de compte, on s'aperçoit aussi que c'est beaucoup dans la vie quotidienne, en fin de compte, qu'elles vont apprendre. Moi, je vois avec la toute petite, parce que honnêtement, je lui ai plus qu'alléger le programme. Hein. Maora, elle a 4 ans et demi. Je me dis que si pendant 3 mois, elle va pas à l'école et elle a super le programme, honnêtement, c'est pas la fin du monde. Et on se rend compte qu'en fin de compte, avec des jeux, avec des choses comme ça, on s'en sort tout aussi bien. Alors pour les langues, non. Mais alors pour les langues, eh ben, on les met devant les dessins animés en anglais ou en espagnol. Ouais. Et là, on va commencer, parce que je suis vraiment alors, très très nulle en anglais. Donc là, j'ai décidé qu'à partir, je pense, de lundi, le matin, j'ai essayé moi aussi avec elle de prendre des cours d'anglais. Je sais pas encore par quel biais. Peut-être Julien, peut-être qu'on va trouver des cours en ligne. Enfin, Alors, c'est vrai que ce qui était un petit peu la partie intéressante par rapport au fait de partir aussi à l'étranger et qui nous rassurait dans le couple, c'est que Marina parle très bien espagnol parce qu'elle a passé 1 an au Mexique, elle a passé son bachillerato là-bas. ça fait longtemps. Oui, mais tu as gardé tes bases. Et moi, de mon côté, je parle très bien anglais. Donc, du coup, on se disait qu'on pouvait couvrir une partie du monde suffisamment grande pour pouvoir se débrouiller. Parce que même au pire, en Asie, ils parlent très très bien anglais. Donc, voilà. Enfin, quand ils le veulent. C'est partout, je crois. Mais disons que... Voilà. Bon, on Mais disons qu'on arrive à... à se faire comprendre. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Et que, du coup, ça nous ouvrait pas mal de possibilités. Sachant que moi, je parlais pas un mot d'espagnol. Vraiment pas. Sauf gracias, toro et hasta luego. Voilà, c'est ça. Et c'est ça. Ça fait ça. Mais voilà. Et du coup, ça, voilà, en 2 ans maintenant, Voilà. je vais pas dire que je suis bilingue, mais je peux aller faire mes courses, je peux aller me balader. Il n'y a aucun problème pour l'espagnol. Sur les langues, quand tu vas dans un autre pays, nous on l'a vu par exemple, on arrive au Japon, personne parle japonais, ça c'est sûr, et ils parlent pas super bien anglais. Hein. Dès que tu quittes Tokyo, bon, c'est sûr qu'ils parlent pas du tout anglais. Donc nous on s'entraîne avec un livre. Après, tu arrives sur place, tu baragouines des choses, les enfants t'entendent, et au bout d'un moment, on va dire qu'au bout d'une semaine, limite au bout d'une semaine, ils savent commander du riz, ils savent prendre les tickets de bus, Mieux que toi, oui. Mais sushis, etc. Enfin, c'est juste incroyable, ils savent compter jusqu'à 10, peut-être 20, et parfois même, ils vont aller plus vite que toi, parce qu'ils ont cette faculté-là, et ils sont baignés dans le contexte, je reviens là-dessus, et ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix. Il faut parler si tu veux manger, c'est etc. clair. Et ils comptent pas que sur les parents, ou juste en observant, ils vont assimiler et ça va rentrer beaucoup plus vite. facilement même qu'avec nous. Et nous, on a vu Lola, donc c'est notre deuxième qui a 6 ans et demi. Donc on est parti, elle avait 4 ans. Impressionnant. Ouais, elle avait 4 Voilà, ans et avec demi. 4 ans et demi. Ouais. Et en fait, elle est totalement bilingue. C'est-à-dire, elle monte dans le tram, le temps que moi, je sais plus comment on dit, là, je composte mes ouais. billets. Elle est déjà assise avec une inconnue en train de lui avoir sorti son livre et puis de lui faire raconter des histoires, lui parler en espagnol, quoi. Hein. C'est impressionnant l'espagnol qu'elle a. Et de toute façon, quand il nous manque du vocabulaire, on lui demande. Oui, c'est elle la référente en espagnol Voilà. maintenant. Alors je pense que la grande a été, comment dire, très, elle est un peu comme moi, c'est-à-dire qu'elle a été très formatée, carrée, les choses sont très théoriques, et puis tu vois, je pense qu'elle va être très forte par exemple en conjugaison, et puis en table de multiplication, tu vois, parce que ça reste très théorique, il n'y a qu'une solution vraie, et c'est comme ça. Mais les problèmes en maths après, elle les résout pas. Voilà, et derrière, la problématique ou la réflexion est plus compliquée, et c'est vrai que du coup, pour les langues, ça fait une espèce de barrière en fait. Alors elle l'a petit à petit, mais je pense qu'aussi elle n'est pas toujours tombée entre guillemets avec les bonnes personnes, parce qu'en fait elle s'est souvent trouvée une copine française. Oui. Donc elle parlait en français. Oui, c'est facilité. C'est sûr. Même actuellement. Même actuellement. Alors que Lola, elle n'a pas eu le choix, il n'y avait jamais un français avec elle. Donc du coup, pas le choix. Après, t'as un contexte. Hein. Voilà, il y a le contexte et il fallait parler espagnol. Je pense que ça y a joué pas mal. Mais là, tu soulèves 2 sujets. Effectivement, tu as l'option de facilité. Ouais. Et l'enfant ira toujours vers la facilité. Toujours. Et je pense C'est que l'humain l'être qui humain adulte aussi. Bien sûr. Donc effectivement, s'il a le choix entre français et anglais et qu'il maîtrise le français, il parlera français. Mais deuxième point, c'est que nous on a vu, enfin oui, on l'a vu tous les deux, Louis, à un moment donné, parlait beaucoup anglais et il a commencé à poser des questions de théorie, de type, mais pourquoi la personne me dit went
gone alors qu'il devrait dire go. Et c'est là où il a commencé à demander à avoir de la théorie, donc presque à avoir des cours, alors qu'il était dans un contexte où il devait parler de manière fluide, etc. Donc il parlait de manière fluide en faisant plein de fautes, mais en voyant qu'il se faisait comprendre. Mais à un moment donné, il a senti qu'il y avait un gap. Et là, il faut revenir à de la théorie et reprendre les bases. Ouais. Mais donc là, on est un peu plus dans le unschooling, c'est-à-dire j'apprends de mes expériences et je vais chercher un petit peu la théorie plutôt que faire du homeschooling, c'est-à-dire garder un planning comme il y a à l'école et puis faire tel jour, telle heure, telle chose, etc. C'est ça. Il y va, et du coup, ça passe, où il a des échecs, où il sent qu'il peut s'améliorer, et il revient avec des questions. Oui, c'est ça. Donc du coup, il pose les questions. Ouais. En fonction du projet pour lequel il veut apprendre, en fait. Mais parce que derrière, l'objectif, c'est de discuter avec le super copain qui a les cartes Pokémon. Enfin, c'est ça, faut Ou les oublier jeux, que c'est ça mais l'objectif. ça part d'une motivation. Il est hyper motivé, et voilà, exactement. Et du coup, il apprendra davantage. Moi, c'était vraiment ma peur, c'était en fait, en suivant, parce qu'on suit pas mal de familles, hein, donc en tour du monde, en voyage, et beaucoup disaient qu'en fin de compte, il faisait le unschooling. Enfin, moi, mes premières paroles, c'était, mais jamais de la vie je ferais ça. C'est moi, les enfants qui apprennent rien, mais c'est même pas en rêve. Mais vraiment, c'était ça. Parce qu'on en a une vision caricaturale aussi, on ne connaissait pas. Et qu'est-ce que c'est le unschooling, Marina? Oui, maintenant je sais. On savait pas non plus il y a un an. Hein. Non, je t'assure que c'était compliqué de moi, faire la différence. C'est une copine qui est partie, qui s'est expatriée en Australie pour y vivre. Elle a rencontré son compagnon, elle a eu un enfant qui a maintenant 18 ou 24 mois, je sais plus, et qui du coup, il y a un an, a tout lâché en Australie. Et donc, ils font le tour d'Australie. Et c'est elle, il y a un mois de ça, qui m'a posé la question. Elle fait, mais tu veux faire le unschooling ou le homeschooling? Et là, heureusement, j'avais Google. Et là, j'ai cherché parce que vraiment, c'était la question qui a commencé à me faire vraiment réfléchir en fin de compte. C'est là où j'ai commencé vraiment à me poser la question, tout ça. Et puis après, en discutant, en regardant des reportages, là, on a regardé un film vraiment hyper intéressant il y a quelques jours, Être et devenir. Donc ça, je sais que vous l'avez vu aussi. Ouais. Et il m'a fait énormément réfléchir. Et donc, du coup, revenir sur certaines choses et me poser pas mal de questions. Et puis bon, c'est vrai qu'en plus, avec le confinement, où là, on a quand même des programmes, tout ça, où on essaie de suivre tant bien que mal, parce que même si on allège, donc comme j'ai dit, moi, pour ma dernière, j'ai plus qu'allégé, hein, j'ai tout laissé tomber, elle écrit son prénom le matin avec la date et basta. Hein. Et par contre, c'est pas mal de jeux. On fait le petit bac quand on mange à table, on fait le petit bac. Super forte au double. C'est ça. Et on fait le double, voilà, au niveau des réflexes, du coup, enfin voilà, tout ça, la bataille, enfin. Et pour la deuxième, alors c'est Julien qui s'occupe de notre grande, parce qu'il arrive, comme il donne ses cours, mais il arrive à gérer en même temps, c'est un peu plus autonome. Et la deuxième, je sais que c'est chronométré. Et du coup, c'est là, et à un moment donné, on se dit, bon, maintenant, t'as vu là, faut qu'on se dépêche, donc tu dépêches de terminer ça, tu le fais comme tu peux, enfin voilà, et hop, on passe à autre chose. Mais du coup, si elle a envie de continuer, elle peut pas continuer. Si elle me dit, maman, je veux faire plus de maths, non, je suis désolée, derrière, faut absolument finir ça, quoi. Et puis ça met sous pression. Et ça met sous pression, on le voit. La petite, elle est sous pression, quoi. Et ça arrive midi où on a fini l'école pour les filles. Elles sont crevées. Et on commence qu'à 10h, hein. On commence pas non plus à... On prend le temps, hein, le matin, voilà, elles se lèvent quand elles se lèvent, on les embête pas. Nous, on a vu en voyage, tu veux parler de Diane, c'est ça? Ouais. Ok, bon. Voilà, je suis enseignante depuis 13 ans, 14 ans. Et c'est vrai que je suis formatée, je corresponds à un moule d'enseignants, même si j'ai toujours été attirée par des méthodes un peu différentes. La pédagogie nouvelle, qui est finalement pas si nouvelle que ça. Et donc voilà, en partant en voyage, moi je ne voulais absolument pas de CNED. Ça paraissait beaucoup trop contraignant. Je sais aussi en tant que maman que les devoirs à l'école, il y en avait... Pourtant, voilà, c'était mes collègues ou voire moi qui donnais les devoirs. Donc je savais bien qu'il y avait une quantité parce qu'elle est imposée, parce que les parents la demandent. En plus, je fais partie de l'enseignement privé, donc peut-être qu'il y a cette demande encore plus importante de la part des parents d'y répondre pour nous les enseignants. Donc on a pris, comme on a dit, les 2 fichiers maths français pour chacun. Enfin, c'est les enfants qui les ont choisis. Enfin, non, je dis des bêtises. Il y a le même en français. Diane a choisi ses fichiers. Et Louis, en fait, je me suis, comme j'ai dit, j'ai demandé à mes collègues de 6e quels étaient les fichiers qui pouvaient correspondre le plus au programme. Donc voilà, donc on est parti là-dessus. On n'est pas
à respecter un programme bien strict. Parce que déjà, à la base, on n'est pas comme ça. On fonctionne à l'imprévu, au feeling, et qu'on n'a pas envie de se donner un programme très défini. Et en voyage encore moins. Voilà, ça dépend vraiment de... pas en voyage. Ça se trouve, tu es encore en train de dormir dans un bus, tu sors d'une nuit blanche d'un train, je sais pas, enfin le matin, là, préférence à la piscine, parce qu'après, l'après-midi, il faut aller quelque part. Enfin, voilà, on voulait pas se mettre... Il n'y a pas un truc régulier. Ouais. Voilà, un cadre, un programme bien défini qu'on savait pertinemment qu'on ne respecterait pas. Par rapport à notre état d'esprit sur l'école, quand on était en voyage, on n'avait pas envie d'avoir un programme bien défini, bien strict. Diane, on le sait, enfin je le sais par expérience, je faisais les devoirs avec elle dans notre vie d'avant, Diane va en permanence au conflit, c'est-à-dire qu'elle ne veut pas, elle est contre, elle n'y arrive pas, c'est nul, elle s'énerve, elle est violente, enfin... On rappelle quelqu'un, ça. Elle refuse parce qu'elle pense qu'elle est incapable. Qu'elle ne sait pas. Elle se dévalorise tout le temps. On a la même. Donc, forte de cette expérience, en plus en voyage, on a décidé avec Christophe qu'on la laissait tranquille. On a dit, ok, bah, ma cocotte, tu veux pas faire, tu fais pas, mais, enfin, tu fais pas là ce que tu... Voilà, donc on va déjà te trouver au niveau du fichier, c'est-à-dire que tu vas pas respecter la progression du fichier. Tu vas prendre des chapitres comme tu as envie. Tu choisis. Au feeling. Donc là-dessus, elle était déjà plus zen. Donc elle a dit, je fais pas le calcul, je suis nulle en calcul, je fais pas les maths, je suis nulle en maths. Donc elle a pris la pose des opérations toutes simples, elle a commencé par l'orthographe, enfin voilà. Donc on a réussi à la maintenir comme ça, et puis un jour elle m'a dit, je ne veux plus faire de maths. Alors ça m'a un peu contrariée, parce que je me suis dit, elle veut plus faire de maths, comment on va s'en sortir? Pour moi, c'était important qu'elle continue de faire des maths de manière stricte, cadrée, quoi. Parce que dans le homeschooling, tu respectes quand même le cadre, les programmes scolaires. Et là, on basculait dans elle en fait plus, donc il va falloir qu'on lui apporte d'une autre façon. À la demande, quoi. À la demande. Donc on lui a apporté à la demande au fur et à mesure. Enfin, on a pu faire des gâteaux, on a pu faire de la cuisine, les kilomètres qu'on faisait en voyage. Ça passait par de l'écrit ou par de l'oral, plus oral d'ailleurs. Et puis un jour, elle m'a dit, ça a été vraiment un choc pour moi. Elle me dit, ça y est, je me sens prête, je veux faire les maths. Et elle a fait la moitié de son fichier. Ouais, elle n'a fait que des maths pendant peut-être 2 mois. Et c'est là où je me suis dit, mais en fait, ça a été vraiment une prise de conscience pour moi, enseignante qui faisait des choses, même si j'arrivais à être souple dans les apprentissages que je faisais avec mes élèves, ou même avec nos propres enfants, mais me dire en fait, peut-être qu'elle n'était pas prête. Et peut-être que là, dans son cerveau, parce qu'en plus il y a toutes ces les neurosciences, etc., qui font que on est peut-être plus sensibilisé à ça, de se dire là, c'était son moment où elle a pu avancer sur le programme, elle était prête, quoi. Et puis elle prend conscience, peut-être qu'elle prend du retard, elle se dit mince, à la fin, il va falloir que je rattrape tout ça, je ne saurais peut-être pas faire. Enfin, on ne sait pas ce qui s'est passé, mais ça peut être ça aussi l'explication, mais il y a un moment donné, il y a eu un déclic. Elle y va et elle le fait. Et tout bien. Oui, en plus, sans faute, quoi. Enfin, oui. Comme quoi, il y a bien un rythme à respecter, et vraiment ce côté de l'envie qui permet vraiment, de toute façon, tu es enseignante comme moi, on remarque, les élèves qui ont envie, ils vont 1000 fois plus vite que celui qui subit son enseignement. Donc là, d'avoir respecté à la limite son rythme lui a permis de tout rattraper, la théorie française, on va dire, du programme français. Mais voilà, donc vraiment, il n'y a pas de crainte parce que c'est vrai que quand on regarde tous ces reportages sur le unschooling ou homeschooling, la première question des gens lorsque vous donnez, lorsque vous dites que vous allez faire ça, les gens vous disent « Comment tu vas faire pour les maths ?» C'est la hantise des gens. C'est la bête noire, ça. Et là, tu vois, visiblement, tu réponds à la question, c'est va à ton rythme et puis tu fais quand tu le souhaites. Je pense aussi que les gens, alors c'est pas une critique, mais nous, quand on regardait passivement en fait tout ça, et c'est vrai que les gens dans leurs vidéos, parce que c'est pas des vidéos sur l'école, tout ça, ou sur l'instruction, ne vont pas expliquer ce qu'est réellement le unschooling. Et du coup, nous, ce qu'ils nous disent, c'est non, nous on fait rien, l'enfant fait ce qu'il veut. Et moi, c'est vrai que c'est toujours ce que j'ai entendu. Moi, on me dit l'enfant fait ce qu'il veut. Non, je suis désolée. C'est les tournures de reportage. L'enfant ne fait pas ce qu'il veut. Enfin, pour moi, il faut quand même qu'il y ait un minimum de cadre, voilà. Donc pour moi, c'est vraiment, ça faisait un. C'était caricaturé, quoi. Ouais, voilà.
Et c'est vrai qu'après, quand on va chercher plus loin, bien évidemment, on trouve autre chose. Mais sur le coup, c'est vrai que, enfin, moi, je sais que j'étais vraiment butée. C'était le homeschooling. Parce que pour moi, pour qu'un enfant réussisse, il fallait qu'il y ait le programme. C'est hors de question qu'un enfant ne fasse pas d'histoire géo, parce que s'il comprend pas le monde, comment il peut savoir pourquoi aujourd'hui il fonctionne comme ça? Enfin, voilà, ça c'était vraiment ma réflexion. Alors qu'en fin de compte, on se rend compte en parlant avec vous, en regardant des reportages, que du coup, on s'en fait des conférences sur le sujet. oui. Et en fin de compte, les enfants posent des questions. C'est vrai naturellement. Ils posent naturellement les questions, chacun à son rythme. Il y en a qui ont appris à lire à 8 ans, 10 ans, et d'autres. Et c'est vrai, pourquoi apprendre absolument à lire à 6 ans si l'enfant n'a pas envie de lire en même temps? C'est vrai que pourquoi ils sont obligés d'apprendre à lire? Toujours cette pression du programme. Ils sont naturellement curieux, mais je sais que Diane ne veut absolument pas lire de livres, etc. Puis à un moment donné, elle a eu un cap, je sais pas, elle a commencé à ouvrir des BD qui l'intéressaient et des livres où il y avait moins d'images dedans et plus de texte. Et puis ça y est, c'est parti. Du moment que l'histoire lui plaît, c'est parti. Mais bon, on va savoir pourquoi. On ne sait pas pourquoi, mais il y a un déclic à un moment qui se fait. Je crois que même l'adulte est comme ça, parce que moi, je me souviens, j'étais au collège, je lisais. Tu vois, des BD, des choses comme ça, un peu de livres que nous conseillaient les profs de français, ou nous imposaient. Et puis, arrivé à la seconde première, où il y avait l'ancien bac français, où tu t'ingurgites des livres, tu vas lire du Zola, tu vas lire du Stendhal, tu vois. C'est très bien. Non, mais c'est très bien. Mais si tu veux, voilà, un mois, j'ai dû lire Germinal, l'autre mois, Le Rouge et le Noir. Quand tu as un cerveau qui est très scientifique, et que c'est pas ta passion forcément de lire, bah, tu prends ça comme une épreuve. Et du coup, moi, ça m'a un petit peu écœuré de lire. Et je me suis remis à lire quand je le sentais, et surtout des sujets qui me plaisent. Et sur le plan physique, c'est pareil. C'est-à-dire qu'en voyage, à un moment donné, j'ai senti que Diane, elle me collait beaucoup quand je faisais les barbecues en Australie. C'est juste des plaques électriques. Hein. Je lui ai filé la viande et je lui ai filé les saucisses et la pince. Et elle l'a fait. Alors que c'était extrêmement chaud, ça pouvait être dangereux, etc. Mais elle était fière de le faire, de ramener les plats cuits. J'ai aussi senti qu'à un moment donné, elle avait peur de rentrer dans l'eau parce que elle voit les coraux, elle voit plein de choses qu'elle n'a jamais vues de sa vie. Avec autant de poissons, c'est un aquarium. Peur d'abîmer. Et à un moment donné, va savoir pourquoi, elle décide de plonger avec son tuba et elle sait ressortir cracher. Et son défi, et ça dure des semaines, c'est de plonger de plus en plus profond et de plus en plus loin. C'est son défi. Et maintenant qu'elle est rassurée, elle a plus peur, quoi. Donc c'est un peu comme les bébés, tu sens qu'ils répètent jusqu'à un moment qu'ils maîtrisent le geste ou la situation. Bah là, c'est le cas, ouais. Et justement, super transition avec le unschooling. Ah, il est fort, mais qu'est-ce qu'il est fort. Mais non, mais c'est vrai, parce que homme, instruction en famille, apprentissage, je maîtrise pas les deux. Oui, non, mais t'inquiète pas. Mais je constate. Le unschooling, c'est... Après, il y a des vastes débats là-dessus, mais c'est quand même ne pas se référer au programme et ne pas faire selon ce qui est dit par classe d'âge. Et c'est donc fonctionner souvent par la pédagogie de projet ou par la motivation de l'enfant, être très à l'écoute. Pour le coup, ça demande à ce que un des deux parents soit là, observe, réponde à la demande, réponde aux questions. Voilà, donc du coup, ne soit pas uniquement axé sur les apprentissages fondamentaux français-maths. Ouais. Et donc, comme disait Christophe pour le barbecue, mais c'est aussi le cas sur la lecture pour Diane, mais c'est vraiment essayer de répondre à une interrogation qu'elle se fait, ou alors parce qu'elle a un caractère d'être beaucoup plus dans l'observation, elle est timide, elle n'a pas envie d'y aller, elle ne se fait pas confiance, et du coup de la rassurer, de lui dire qu'elle est capable, et d'être là, et pour le coup de lui apprendre autre chose que des maths et du français. Et ça va participer à l'envie d'apprendre des maths et du français. Mais je sais. Elle a pris confiance en elle vis-à-vis des animaux aussi. Et du coup, comme elle est plus en confiance, elle est mieux dans sa peau. Donc du coup, je te remercie parce que on n'avait pas donné la définition du unschooling. Tu viens de le faire, ça c'est génial. Ça implique en fin de compte aux parents, je pense, par rapport au homeschooling, peut-être d'être un peu plus présent et en fait tout au long de la journée. C'est-à-dire que le homeschooling, comme on suit un programme, je pense qu'on suit plus des horaires pour suivre le programme. Et une fois fini, en fin de compte, les enfants vont jouer, basta. Le unschooling, moi j'ai l'impression que ou les parents, c'est tout le temps. C'est du matin au soir, il n'y a pas d'horaire. Il faut toujours être présent en fin de compte pour répondre aux besoins et aux questions, surtout des enfants. Alors je ne sais pas si c'est toujours être présent, mais en tout cas toujours être dans l'observation de l'enfant. Donc, parce qu'il y a des fois, ils s'isolent, ils vont jouer et ils n'ont pas besoin de toi. Ouais. Et tu vois, donc ils ne sont pas en demande.
Ils sont juste dans leur monde et ça leur suffit. Mais par rapport au homeschooling, en fait, de ce que je peux lire ou regarder quand même comme vous les reportages, c'est qu'il n'y a pas une façon. Alors le homeschooling en France, c'est l'instruction en famille, mais l'instruction en famille, ça peut être aussi du unschooling. Exactement. C'est pour ça que tout est un peu imbriqué, les uns dans, tous ces concepts. Finalement, l'instruction en famille, ça va être répondre à un besoin de l'enfant. Soit tu lui mets un cadre scolaire avec des cours par correspondance, avec des fichiers, voilà, ou faire le unschooling, c'est-à-dire ne plus le mettre en situation d'être élève avec une table, avec un cahier, des stylos, enfin la position traditionnelle, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais... Mais ça veut dire que Françoise Dolto, typiquement, c'est du unschooling, homeschooling, enfin en gros c'est... Tout l'environnement est là, il peut y avoir un piano, un ordinateur, des livres, un xylophone, que sais-je, enfin bref. Et en fait, tu y vas, tu testes, et puis à un moment donné, tu bascules sur des maths, tu bascules sur de la géographie, de la géométrie, c'est ça? Ouais, alors Dolto, je sais pas, mais en tout cas, Maria Montessori, oui. Montessori, ouais, ok. Tous ceux qui sont à l'aube de tout ce qui est pédagogie nouvelle, Célestin Freinet... J'ai fait mes petites recherches. J'ai mes notes. Attends, c'était quoi son prénom à lui déjà? Il y a John Smith. Non, mais j'ai fait mes recherches parce que je voulais pas parler de n'importe quoi, mais en même temps, on n'est pas là, on se fait pas cet échange-là en tant qu'expert. Non. C'est vraiment le ressenti, quoi. Au fur et à mesure de nos réflexions, de nos échanges. Et après, piocher là où on a envie. C'est ça. Mais ce que nous, on a pu voir de Louis, en tout cas, c'est que dès qu'il s'ennuie à l'école, ou dès que c'est trop dur pour lui, mais il a plutôt tendance à s'ennuyer, il va décrocher, en fait. Donc moi, en fin de compte, j'avais une question. Vous avez donc 2 enfants. Et est-ce que, en fin de compte, les deux... Alors, je me doute un peu de la réponse, bien évidemment, mais je suppose que les deux ne fonctionnent pas pareil. Voilà, donc du coup, comment chacun a réagi à tout ça? Ça a été naturellement. En tout cas pour Louis, naturellement. Oui. Parce que dès qu'il ne peut pas suivre, il décroche et donc il va se concentrer sur autre chose, tout de suite à côté. Ou alors il va se mettre en échec, pleurer et sentir qu'il ne vaut rien. Alors que c'est tout l'inverse en fait. Hein, donc, comme on disait, si tu dis à un poisson de grimper un arbre, il ne va pas savoir, quoi. Donc voilà. Alors si tu lui révèles qu'il y a tout l'océan à aller découvrir, tant mieux. Il s'est souvent retrouvé dans des situations comme ça. Louis, en fait, le fichier de français a carrément été inutile. C'est un petit garçon qui a un profil particulier, voilà. Il a une difficulté en graphisme, etc. Donc on n'a pas voulu se prendre la tête. On a lâché l'affaire avec le français. Il a lu pas mal de livres pendant le voyage. On s'est dit que ça reviendrait. Si c'était problématique, en fait, on a oublié de dire aussi, on était parti dans l'idée que ce n'était pas grave si, au retour, peu importe où on serait, s'il devait refaire un CE2 et refaire une 6e. Donc ne pas se mettre la pression, à la différence de beaucoup de parents qui sont partis en voyage et qui, pour eux, et c'était intéressant aussi d'avoir leur retour, qui ne voulaient pas que cette année de voyage soit une année perdue dans leur scolarité. Et ils le savaient, donc Louis, ça ne le gênait pas. Par contre, Diane, elle ne voulait pas redoubler. Oui, elle ne veut pas d'échec, il fallait tenir. Voilà. Donc pour Louis, il n'a pas eu il a eu son fichier maths, son fichier français. Le fichier maths, il l'a fait très vite, très rapidement. Bon, il a fait ce qu'il voulait aussi, puisque c'était notre philosophie. Oui. On les laissait faire. Clairement, tout ce qui a été géométrie, c'était pas la peine. Mais tout ce qui a été calcul, problème, aucun souci, quoi. Donc voilà pour Louis. Et pour Diane, puisque je ne sais plus ce que tu disais, on avait... Donc quel rythme, parce qu'ils étaient différents, alors du coup, comment ils ont réagi et Diane, en fait, elle fonctionne, Louis aussi, elle affecte, mais elle veut absolument pas qu'on ait une mauvaise image d'elle. Et comme elle ne veut pas donner une mauvaise image d'elle en tant qu'élève, en tant qu'enfant, en tant que machin, il y a eu un moment dans l'année où elle savait qu'on rentrerait, on savait pas trop où est-ce qu'on serait, et la perspective d'un redoublement, c'était inimaginable pour elle. Mais elle fonctionne plus au regard qu'on va avoir d'elle, au regard qu'on porte sur elle après.
Et puis pas d'échec de toute façon. Et pas d'échec. Et donc voilà, c'était ça. C'est parce que tu disais, est-ce qu'ils ont appréhendé tous les deux de la même façon l'école? Voilà. Donc complètement différent et Ouais. puis on s'adapte. Bien. Moi je me repose beaucoup sur Lorraine, c'est vrai, mais j'apprends aussi des trucs. Comme ce que je disais tout à l'heure, là, le coup de l'affiche où tiens, on est à un endroit, on pose des questions et puis allez-y, vous avez la journée pour trouver les réponses. Bon, ça vient de moi et ça a marché. Donc après, on l'a réitéré. Oui, Bien sûr. Et oui, il y avait un intérêt derrière, donc du coup, une fois que l'intérêt est suscité, Moi, je suis très formatée, tu vois. Moi, c'est les cahiers, là. Christophe, c'est plus, allez, un petit coup de fun dans l'apprentissage. Et Mais finalement, du coup, Bah, c'est ça ça qui crée est l'équilibre. intéressant, c'est ça. c'est très bien. tout à fait. Ouais. Moi, je sais que j'ai un côté qui va me rassurer, c'est que Julien étant enseignant, il peut quand même faire à peu près tous les niveaux. Du coup, je sais que quelque part, ça va quand même me rassurer. Alors après, il y a Internet, tout ça. Mais c'est vrai que quand nous, on peut leur répondre, s'ils nous posent la question et que nous, on peut leur répondre, c'est toujours différent que d'aller voir sur Google ou des livres si on en a. Mais voilà, c'est quand même bien, c'est différent. Et du coup, je sais que ça me rassure de pouvoir me reposer sur Julien par rapport à ça. Oui, mais plein de fois, on a dit, bah, je sais pas. Mais c'est J'ai tout beau être ton l'intérêt. papa et Ouais. ta maman, je ne sais pas. Mm. Donc on va chercher. Donc je vais te montrer comment trouver l'information. Et on trouve ensemble, en fait. Ouais. Et ça remet quand même, c'est ce que je lisais dans le livre de Thierry Pardo, Une éducation sans école, c'est que ça remet, enfin le voyage et cet apprentissage différent de ce qu'on trouve à l'école, a remis un peu les compteurs, pas à zéro, mais on s'est retrouvés sur le même pied d'égalité côté apprentissage sur certains sujets. Bah oui. Et donc on apprenait ensemble. Et il y a même des fois où ils faisaient tous les deux des recherches plus poussées sur un sujet, les baleines, les volcans ou je ne sais quoi. Et ils nous l'apprenaient. Et donc ils étaient super fiers. Et ils avaient encore plus envie d'apprendre. Oui, alors là, par contre, moi j'étais filou, c'est-à-dire que les questions que je me posais, je les cherchais pas, je les écrivais sur la feuille et je leur demandais de chercher. Bien joué. Ça, c'est malin. On a dit qu'on allait vers la facilité. C'est ça, c'est ça. Non, Ouais, les enfants cherchaient là. non, je pense de toute façon, quoi qu'il en soit, c'est que même si on part, enfin, quand on partira, on va se préparer un maximum, mais je sais très bien qu'après, au début, on va essayer de faire Eh oui. à notre, enfin, voilà, notre matière au mieux comme on sera préparé, et puis on va vite se rendre compte qu'en fin de compte, il va falloir laisser faire les choses et on va s'adapter, et voilà. Mais puis je sais que c'est même inconscient. Pour s'adapter, il faut l'apprendre. En fait, il faut apprendre à apprendre. C'est ça. tu vois. C'est ça. Ouais. Mais finalement, notre grande crainte, c'est pas tant comment je vais faire, enfin si, ça en fait partie, comment je vais faire sur le moment du voyage, parce qu'il y a un début, une fin. Vous, ça sera un grand voyage, apparemment un grand projet. Mais finalement, la crainte la plus grande, c'est après. Comment ils vont être reconnus, comment, s'ils suivent pas d'école, s'ils suivent le unschooling, donc sans format scolaire vraiment préétabli, est-ce Comment qu'ils ils vont rattachent les pouvoir wagons rattacher des wagons? Est-ce qu'ils vont pouvoir passer les examens pour avoir les diplômes qui sont reconnus? Trouver du travail, enfin voilà. tout Surtout ça. à une Exactement. société qui ne voit que par le diplôme. C'est ça, je pense que quelque part, même si on n'arrête pas de se dire que ben on se fout de ce qu'on pense de nous, tout ça, On est formaté. On est formaté. on reste Exactement. formaté et mine de rien, le regard et ce qu'on pense de nous, le regard des autres, est quand même là quelque part, même si on dit on s'en fout, on fait quand même, nous on vit notre vie comme on a envie de la vivre, mais quelque part il y a quand même toujours ce petit pincement, ce petit truc de voilà, qu'est-ce qu'on va dire. Et si nous, nos filles, on les enlève complètement de l'école et qu'on leur fait le unschooling, on sait que derrière, ça va être très compliqué pour certaines personnes de le comprendre. Et comment leur expliquer que faut pas avoir peur de ce qu'on connaît pas et que faut faire confiance aux enfants. Et bon, pour parler que d'école, voilà, c'est ça qui est compliqué. Je pense que là, il n'y a pas de recette. Hein, c'est Moi, je leur fais confiance, en fait, C'est ça en fait. aux enfants. Et souvent, on nous dit, mais ça se trouve, ils vont pas pouvoir faire une filière scientifique. Et moi, je dis, mais du moment qu'ils sont heureux, s'ils sont heureux, s'ils se lèvent le matin, qu'ils sont motivés, qu'ils se couchent le soir heureux de leur journée. On a eu ces réflexions parce que je pense que sur toutes les familles qu'on a rencontrées, on a dû en croiser 2-3 qui avaient le même point de vue que le nôtre. On comprend tout à fait les familles qui veulent absolument pas mettre un frein aux apprentissages des enfants, donc qui fonctionnent avec des cours par correspondance ou avec des fichiers qui le font de manière très stricte, etc. C'est un vrai sacerdoce, cela dit. surtout si c'est un tour du monde. S'il y a une date de fin en plus. Oui, C'est encore plus compliqué que ceux qui partent et qui, il n'y a pas de date de fin, c'est différent. Déjà, on peut plus prendre du temps pour. Oui. exactement. Déjà, tu peux étaler, tu peux et c'est là où je voulais en arriver.
c'est que tu peux aussi vérifier par toi-même. Et donc, tu parlais du regard des autres. Moi, vraiment, ce que je vous ai dit là sur Diane, ça m'a vraiment bousculé dans mes croyances, bousculé dans ma façon de faire. Vraiment, là, je m'interroge depuis qu'on est rentré sur qu'est-ce que j'ai envie de devenir comme enseignante. Est-ce que voilà, généralement, je vais retourner dans un système très formaté, quand même, nord-américain, formaté, avec des règles certainement, diplôme. Voilà, certainement différent de ce que j'ai connu, mais ça sera des règles encore. Et il y a qu'en l'ayant vécu, maintenant, je suis capable de dire, non mais ma fille, je sais qu'elle est capable. Je le savais avant, hein, mais encore plus, elle n'apprend pas telle chose à tel moment, comme le dit le programme. C'est pas grave. C'est pas grave, elle l'apprendra après. Et peut-être qu'elle apprendra beaucoup plus tardivement. Et c'est du coup là où ça se recoupe avec le unschooling et le film Être et devenir qu'on a vu. Ouais, à un moment, il y aura un besoin, l'enfant va y répondre et il avancera. Et c'est pour ça qu'il faut être là, pour pouvoir l'aiguiller, pour pouvoir recadrer son apprentissage, pour répondre à un besoin. C'est comme ça que je le défends, en tout cas par rapport aux proches, quand on est rentré et qu'on a dit on ne scolarisera pas nos enfants tant qu'on n'est pas parti au Canada. C'était prévu pour octobre-novembre, donc on s'est dit 3-4 mois sans école, c'est pas un souci. Et en fait, ça a été compliqué pour certains de dire mais pourquoi vous les scolarisez pas? C'est n'importe quoi. Il faut les scolariser, c'est important. Non, moi je sais qu'ils en sont capables. Il y a un regard sociétal là-dessus. Il y a un regard sociétal et puis je pense qu'ils transmettent aussi leur peur. C'est-à-dire que nous, quand on est partis également, juste le fait de partir travailler ailleurs, pourquoi vous partez? Vous avez tout ce qu'il vous faut ici. Et voilà, je pense que c'est une peur qu'ils ont eux de se dire moi j'en serais pas capable parce qu'ils n'ont pas fait la réflexion, mais ils pourraient très bien le faire. Mais en fait ils transmettent leur peur et du coup mais pourquoi vous faites ça? Et ça se transmet un petit peu en petite agressivité, on va dire, en jugement de valeur. Tu te sens obligé de te justifier ça. Voilà. Et ça, c'est pesant C'est pas parfois. ça. Et pour revenir sur le fait que je leur fais confiance, tu vois, donc oui, je lui fais confiance parce qu'il est un peu plus grand, il a 13 ans, mais Diane, là, en ce moment, elle s'est mise en tête d'apprendre le piano. Donc on lui a téléchargé une appli de piano, et en 3 semaines, ça y est, elle joue à 2 mains. Mais elle l'en fait quand elle le veut, quand elle le sent, parce qu'il y a des fois, ce sera plutôt Playmobil, ou plutôt je fais ou je vais dans le jardin. Elle a déjà une année de violon. Ouais, mais quand même. Non, mais elle a des connaissances. Elle n'a pas tout appris comme ça. Elle avait déjà des connaissances. Mais en ce moment, elle a ça en tête. Mais après, on est tous pareils, de toute façon. Et nous, on se fait confiance, normalement, on se fait confiance à nous-mêmes, mais il faudrait qu'on fasse confiance à nos enfants. Et c'est vrai que, en fin de compte, la société ne nous apprend pas forcément à faire confiance. On nous apprend à faire confiance aux autres. Mais du coup, en passant forcément par des professionnels, et du coup, de plus se faire confiance à soi-même. Et je pense que c'est ça qu'il faudrait apprendre. Moi, je sais que j'apprenne à me faire confiance à moi-même par rapport aux enfants, par rapport à tout d'ailleurs. Il faut du temps aussi, parce que là dans nos sociétés, tout le monde travaille, tu rentres tard, tu délègues ton éducation à l'école, quand ils sont tout petits d'ailleurs tu délègues à une nounou ton enfant, etc. Enfin, il y a tout ça qui rentre en jeu aussi, donc c'est un vrai choix de vie. C'est ça. Familial. Tu te mets à l'écart. Tu te mets, pas à l'écart, mais tu te mets à la marge. Ouais, mais après on serait aussi des besoins matériels, et du coup qui nous obligent les deux à travailler. Alors qu'en fin de compte, nous, ça, on s'en est aperçu vraiment un peu avant de partir déjà en France. C'est aussi pour ça qu'on a voulu partir, et encore plus après en partant. Quand j'y pense en France. Mais c'est en partant, après, on se dit, mais en fin de compte, on avait quand même un salaire qui n'était pas trop mauvais, et on s'en sortait pas. Et quand on a quitté, on était en location, et qu'on a dû tout vendre, on s'est dit, mais au secours, mais comment on peut... Il y a même des trucs qu'on savait même pas qu'on avait. On avait 150 mètres carrés à vivre, et on avait 80 mètres carrés de dépendance. Mais tout était ras. Mais plein, on avait encore la vaisselle qu'on avait lorsqu'on vivait seul avant de se connaître. Au cas où. Au cas où quoi? Mais c'est ça. Mais c'est ça. Alors qu'aujourd'hui, ce serait complètement différent. Et je reste persuadée qu'aujourd'hui, un seul pourrait travailler. On se suffit de très peu maintenant. Même là, on a une maison, je sais pas combien elle fait en termes de superficie, mais c'est trop grand pour nous. Donc c'est vrai qu'on est conditionné en fin de compte. Bien sûr. Il faut réussir. Il faut avoir un travail qui rapporte. C'est ça. Les générations là qui arrivent, c'est différent. Et je pense que nos enfants, ça sera encore différent. Mais il y a des personnes qui ont nos âges et qui réfléchissent comme ça, qui ont la même philosophie, quoi. On va voir, c'est ça. Bon ben voilà, j'espère que ça vous a plu. Voilà, donc c'était un sujet qui nous tenait à cœur parce que c'était un projet pour... On est en pleine réflexion depuis un petit moment, mais... Très rapidement, je pense. Voilà. Donc du coup, on est vraiment très heureux d'avoir fait cet échange avec Christophe et Lorraine. En avant les loulous, bon maintenant vous les connaissez bien.
On avance énormément dans notre réflexion, on a d'autres échanges avec d'autres personnes pour se renseigner, enfin voilà. Donc comme je l'ai déjà dit, hein, surtout si vous avez des choses à rajouter, à compléter, ou voilà, nous donner votre avis, n'hésitez pas en tout cas en commentaire. Et puis ben, sur ce, je vous souhaite une très bonne journée. Pensez à vous abonner et à partager la vidéo quand même. J'avais pas oublié. Quand même. Et puis surtout, Choose your life. choose your life. Ciao.